Aujourd'hui, on va parler des différents événements qu'il y a eu entre le Sénégal et la Mauritanie entre 1989 et 1991, qu'on connaît plus sous le nom de conflit sénégalo-mauritanien, ou au Sénégal qu'on appelle communément événement NAR. Ces événements ont opposé les populations mauritaniennes et sénégalaises sur le long du fleuve Sénégal qui sépare les deux pays. D'abord, un peu de contexte. À la fin des années 1980, le Sénégal est considéré comme l'un des États les plus stables politiquement en Afrique de l'Ouest. Le président de l'époque, Abdou Diouf, qui était au pouvoir depuis 1981 en succédant à Léopold Sédar Senghor, incarnait une gouvernance modérée, laïque et démocratique. Mais le pays connaît quelques tensions, notamment en Casamance où une rébellion indépendantiste commence à prendre de l'ampleur. Le régime d'Abdou Diouf commençait à s'affaiblir par une année blanche des étudiants, les grèves de syndicats et une grande opposition du PDS de Abdoulaye Wade. La Mauritanie, elle, était dirigée depuis 1984 par Maouia Ould Sid Ahmed Taya, qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État. C'était un régime autoritaire très centralisé, dont le pouvoir était monopolisé par les Beïdanes, qui sont des Maures blancs, au détriment des Noirs mauritaniens, qui étaient souvent exclus de l'armée, de l'administration et même de l'éducation. Depuis plusieurs siècles, la région du fleuve Sénégal est habitée à la fois par les populations noires autochtones, les ethnies Peul, Wolof, Bambara, mais aussi Soninké, et même des populations arabo-berbères en provenance du nord. Les périodes de sécheresse successives vont faire augmenter les mouvements migratoires et les nomades morts tendent à se sédentariser, notamment dans les villes. Les actions de l'OMVS, qui est l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, dont la construction des barrages comme celui de Diama, vont encore altérer l'équilibre précaire entre éleveurs et agriculteurs. La Mauritanie, soucieuse de raffermir son identité au lendemain des indépendances, va renforcer ses liens avec le monde arabe, tandis que le Sénégal reste attaché à la francophonie. Toutes ces situations réunies vont conduire à une dégradation des relations entre les deux pays qui, d'incident en incident entre les populations mauritaniennes et sénégalaises, vont durcir leurs positions respectives. Selon l'ancien journaliste d'agence France Presse, Kader Diop, le conflit aurait pu être évité dès le début. Malheureusement, cela ne fut pas le cas parce qu'il intervenait à un moment où le régime sénégalais traversait une mauvaise passe avec la crise de Casamance et la contestation de l'opposition. Le premier élément qui va déclencher le conflit arrive le 9 avril 1989 à Diawara, qui est juste une petite localité dans la région de Tambacounda à l'est du Sénégal, où il y a un nouvel accrochage banal entre des bergers peuls mauritaniens et des paysans soniqués sénégalais. L'armée mauritanienne aurait intervenu, 2 Sénégalais sont tués, plusieurs grièvement blessés et une douzaine retenus en otage. D'après les dires du journaliste Kader Diop, Sopi, qui était à l'époque le journal le plus vendu, faisait aussi un peu l'opinion suite aux heures entre éleveurs et agriculteurs à Diawara. Ce journal avait titré « L'armée mauritanienne tire sur des paysans, en mort 25 disparus ». Ce qu'il présentait comme armée mauritanienne était en réalité le garde forestier. Tel que présenté, c'était comme si les 25 disparus étaient aussi morts. Le journaliste va aussi ajouter « Sitôt l'événement de Diawara connu, un confrère avait cru opportun de devoir convoquer la fierté nationale et exacerber le sentiment patriotique. C'est ainsi de bout en blanc que les Sénégalais se sont sentis blessés et ont réagi. Dès le lendemain, en signe de riposte, les boutiques de quartier essentiellement détenues des Mauritaniens à Bakel sont pillées. Bakel qui se trouve non loin de Diawara. Le 13 avril, le même scénario se déroule à Touba. Mais les pillages vont cesser dans la ville sainte lorsque le khalife général des Mourides à l'époque, Serigne Abdou Ahad Baké, fera appel au calme et dira que tous les Mauritaniens de la cité sont sous sa protection. Pour apaiser les tensions entre Mauritaniens et Sénégalais, la Mauritanie va envoyer son ministre de l'Intérieur, Djibril Ould Abdallahi, à Dakar pour apaiser les tensions. Mais le ministre mauritanien va faire une déclaration tout en souriant, minimisant ce qui s'est passé à Diawara, ce qui sera très mal perçu par l'opinion sénégalaise, très remontée contre les dirigeants du pays voisin. C'en était trop pour la population sénégalaise. Et à Dakar, les 22 et 23 avril vont commencer les premières attaques contre les nombreuses boutiques des Mauritaniens qui détenaient le monopole du petit commerce, qui vont être vandalisés et pillés. Et les 24 et 25 avril, des massacres sont perpétrés en guise de représailles par les populations mauritaniennes contre la communauté sénégalaise, ce qui va causer la mort d'environ 200 personnes. Et le couvre-feu sera décrété dans les villes de Nouakchott et de Nouadhibou. Les premiers rapatriés venant de Mauritanie ont débarqué à Dakar
tard, le président va se rendre au centre de traumatologie qui est aujourd'hui l'hôpital de Grand Yoff afin de s'enquérir de l'état de santé des premiers rapatriés. L'information selon laquelle le président aurait pleuré en voyant les blessés va circuler très rapidement. Aussitôt, les abords de l'hôpital sont pris d'assaut par une foule en furie réclamant de voir les blessés, qu'on voudrait cacher selon la rumeur. Mais les forces de l'ordre vont refuser. Du coup, la foule va décider de se rendre à la foire où étaient soigneusement gardés des ressortissants mauritaniens. Là-bas aussi, la foule sera repoussée par les policiers. Et à partir de là, une nouvelle flambée de violence va embraser dans la capitale sénégalaise, puisque en 2 jours, près d'une centaine de Mauritaniens sont tués. Peu de temps après, l'état d'urgence et le couvre-feu sont instaurés. En Mauritanie, lorsque les rapatriements ont commencé, les morts ont encore fait l'objet de vives représailles à partir du 28 avril 1989. Fin avril, des dizaines de Sénégalais sont tués ou mutilés à Nouakchott et dans plusieurs autres villes mauritaniennes. À ce moment-là, le chiffre officiel était de 60 victimes. Cela en était trop. Chaque pays entreprend alors de rapatrier ses ressortissants grâce à un pont aérien mis en place par la France, l'Algérie, l'Espagne et le Maroc. Le 3 mai, la Mauritanie décide d'expulser de son territoire tous les Sénégalais ainsi que les Mauritaniens d'origine sénégalaise. Les classes dirigeantes arabes et berbères semblent vouloir profiter de l'occasion pour procéder à une véritable épuration ethnique, c'est-à-dire au lieu de renvoyer que les Sénégalais chez eux, des personnes noires qui n'avaient jamais mis les pieds au Sénégal sont carrément déportées. Et même on dit que d'une part le pouvoir a éliminé une opposition militante bien représentée chez les fonctionnaires et d'autre part a mis la main sur des terres très convoitées le long du fleuve Sénégal. Le 5 mai, le Sénégal décidera à son tour de renvoyer tous les Mauritaniens chez eux. Le président du Sénégal à l'époque, Abdou Diouf, ordonna à l'armée sénégalaise de protéger les ressortissants mauritaniens en les amenant au bataillon du train pour assurer le rapatriement en Mauritanie. Selon les chiffres, 70 000 Sénégalais sont rapatriés à ce moment-là, ainsi que 160 000 Mauritaniens qui sont poussés à l'exil. À partir du 21 août 1989, les relations diplomatiques entre le Sénégal et la Mauritanie sont rompues. Une rupture qui sera vraiment concrétisée par la fermeture des frontières entre les deux pays. Mais le temps va passer et la paix va revenir progressivement. Même une véritable opération diplomatique sera déployée. L'Arabie Saoudite, la France, le Maroc ou encore des organismes comme l'ancienne organisation de l'Union africaine qui est devenue Union africaine vont proposer le bon office. Au Sénégal, c'est le khalife général des Tidjanes à l'époque, Serigne Abdoul Aziz Sy Mame Dabakh. Il sera en première ligne avec d'autres personnalités dans une diplomatie parallèle très active. Ce ne sera qu'en avril 1992 que les relations diplomatiques entre le Sénégal et la Mauritanie sont rétablies. La frontière sera réouverte le 2 mai 1992. Les conséquences du conflit sénégalo-mauritanien sont lourdes en termes de perte de vie et de destruction de biens. Le bilan officiel fait état de plus de 250 000 rapatriés, des centaines de morts et de blessés, dont plus de 800 Sénégalais et négro-africains tués en Mauritanie. Plusieurs centaines de boutiques gérées par les Mauritaniens ont été pillées au Sénégal. Le conflit a engendré la migration des Noirs mauritaniens vers le Mali et le Sénégal pour échapper aux représailles. Le conflit a aussi été une occasion pour les dirigeants arabes et berbères d'expulser la population noire vivant en Mauritanie. Le nombre de Mauritaniens déportés à l'époque était estimé entre 60 et 120 000 personnes. Ces départs massifs perturbent l'équilibre de la vallée du fleuve Sénégal, entraînant notamment une baisse de la production agricole et un accroissement de la déforestation. Le département de Podor, qui se trouve dans la région de Saint-Louis, voit sa population augmenter de 13,6% et celui de Matam de 12%. Le conflit sénégalo-mauritanien a fait que, sur le plan de la politique intérieure du Sénégal, le pays va se trouver fragilisé par rapport à ses voisins. Ça a également servi de révélateur à la crise sociale par rapport à l'afflux des réfugiés. Mais aussi, le conflit a pu contribuer à l'ascension du PDS, qui est le parti politique dirigé par Abdoulaye Wade. Le problème du tracé de la frontière avec la Guinée-Bissau s'est posé dans la foulée, et puis les difficultés avec la Gambie ont conduit à la dissolution de la Confédération de la Sénégambie en 1989, qui existait depuis 1982. Aujourd'hui, 34 ans après le conflit, le Sénégal et la Mauritanie ont ouvert un nouveau chapitre dans leurs relations diplomatiques. En effet, les deux pays qui partagent l'exploitation du gaz découvert au large de leurs côtes
ont signé plusieurs accords. En 2015, l'entreprise américaine Cosmos Energy a découvert un important gisement de gaz au large des côtes sénégalo-mauritaniennes, dont l'exploitation a déjà fait l'objet d'un accord signé en 2018 par les deux États. Plus tard, en décembre 2018, les deux pays ont signé d'autres accords nécessaires avant le lancement de l'exploitation. Et tout récemment, en 2021, le Sénégal et la Mauritanie ont signé un accord permettant aux pêcheurs sénégalais de pêcher dans les côtes mauritaniennes avec l'octroi de 400 licences de pêche. Malgré la bonne évolution des relations entre les deux pays, des problèmes persistent toujours, notamment dans le secteur de la pêche, où on entend souvent des tueries des gardes-côtes de part et d'autre. Le Sénégal et la Mauritanie partagent énormément de choses, que ce soit du point de vue culturel ou religieux. Les deux pays sont donc obligés de mieux se concerter pour éviter une crise comme celle de 1989 qui restera à jamais regrettable.